Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce magazine En quête de sens, dans l'émission « Il était une fois ». Dans l'Église catholique, il existe plusieurs ordres chevaleresques ou hospitaliers, bien souvent millénaires. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler de l'ordre de Malte. Quelle est son utilité encore au XXIe siècle? Quels sont ses rôles, ses missions? Tout ça, nous allons les découvrir avec nos invités. Mais avant ça, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Tout d'abord, nous découvrirons une des facettes du travail de l'Ordre de Malte à travers La Fontaine de Bruxelles. L'association apporte aux plus démunis une aide au niveau de l'hygiène corporelle et des soins infirmiers. Petit détour estival ensuite avec le camp des Alouettes. Ce camp de vacances accueille une quinzaine de personnes souffrant de handicap, chaque participant étant accompagné par un jeune bénévole. Une bonne occasion pour apprendre et cultiver le vivre ensemble. Alors, fondé en 1048 à Jérusalem sous l'appellation Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, l'Ordre souverain de Malte est l'un des plus anciens ordres religieux catholiques. Aujourd'hui, il est présent dans 120 pays, répartis sur 5 continents. 13 500 chevaliers et dames le composent et l'Ordre de Malte a toujours été reconnu par les nations comme un sujet de droit international, ce qui lui vaut d'avoir plusieurs ambassadeurs auprès de certains pays. Comment cet ordre a-t-il traversé les âges? Quelles sont ses missions aujourd'hui en Belgique et dans le monde? Eh bien, nos deux invités vont nous éclairer et nous faire découvrir l'apport, la richesse et l'apport social de cet ordre. Tout d'abord, Henri Kind de Rodenbeek, vous êtes le président de l'Ordre de Malte, et Ludovic Goffinet, administrateur chargé de la communication. Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à notre invitation. Henri Kind, une première question peut-être, comment est-ce que vous définissez aujourd'hui l'Ordre de Malte? Eh bien, l'Ordre de Malte, c'est d'abord une institution catholique qui, comme vous l'avez dit, remonte au XIe siècle, donc avant les croisades, et qui, dès le départ, a une double vocation. Une vocation de professer la foi catholique, de l'assumer, donc c'est ce qu'on appelle la défense de la foi. L'autre vocation, l'autre pilier, c'est sur le terrain d'appliquer ces valeurs chrétiennes en venant en aide aux plus démunis. Ça, c'est vraiment la définition. Ensuite, évidemment, c'est un État souverain, comme vous l'avez cité, et nous sommes présents dans un certain nombre de pays, 120 pays en effet. Mais c'est ça vraiment les deux piliers, la défense de la foi et l'aide aux plus démunis. Alors, un de vos slogans, Ludovic Goffinet, si je puis dire, c'est 900 ans auprès de ceux qui souffrent. Mais il y a aussi quelque chose, je voudrais savoir, pourquoi cette double appellation d'ordre religieux et militaire? Ben ça, il faut retourner dans l'histoire et analyser notre histoire. Et au fond, quand les premiers hospitaliers créent l'hôpital à Jérusalem au XIe siècle, eh bien, on se rend assez vite compte que les pèlerins qui arrivent en Terre Sainte sont dans un état de santé lamentable. Le voyage est difficile, les routes ne sont pas sûres au Moyen-Âge. Et donc, assez vite, non seulement il faut les soigner, c'est le rôle hospitalier, c'est l'aspect hospitalier de l'Ordre de Malte, mais il faut aussi les défendre. Et donc c'est comme ça qu'à cette époque-là, l'Ordre va se militariser. Au fond, à l'époque, au Moyen-Âge, dans les familles de la noblesse européenne, eh bien, on apprend la science des armes. Et c'est pour ça qu'on va recruter dans les familles de la chevalerie pour pouvoir défendre ces caravanes, défendre ces pèlerins qui arrivent en Terre Sainte. Et c'est ça notre caractère militaire. Alors, on a dit, hein, auprès de ceux qui souffrent, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les activités aujourd'hui de l'Ordre? Alors, l'Ordre de Malte dans le monde aujourd'hui, c'est principalement tourné vers les gens qui souffrent au niveau de la précarité, des pauvres, et deuxièmement, les personnes qui sont en situation de maladie et ou de handicap. Ça, c'est véritablement nos cibles premières. Et il y a aussi évidemment tout ce qui est victime de cataclysmes ou de problèmes naturels. Eh bien, nous devons chaque fois, c'est notre mission, être actifs dans ces cas-là. Henri Kind, on dit souvent que l'Ordre de Malte ou d'autres ordres d'ailleurs religieux sont parfois un peu élitistes. Alors, est-ce que c'est vrai? Et puis, comment devient-on aussi membre de l'Ordre de Malte? Chevalier ou dame? Pour répondre à votre question, je suppose que vous voulez parler notamment de la noblesse dont on parle souvent. Entre autres, oui. En fait, il y a deux choses incontournables à dire concernant justement la noblesse, ou ce que vous appelez peut-être l'élitisme. Tout d'abord, il y a un lien historique entre l'Ordre de Malte et la noblesse. Et comme l'a expliqué Ludovic, il a fallu défendre ces pèlerins qui venaient en Terre Sainte. Et pour cela, il a fallu faire appel à des personnes qui avaient la science des armes. Et les seules personnes qui avaient la science des armes, c'était à l'époque les nobles. Donc ça, c'est le lien historique qui est incontestable.
Aujourd'hui, et c'est le deuxième point que je voudrais citer, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la noblesse de cœur, la noblesse d'esprit, la noblesse de comportement. C'est tout un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, soyons très clairs, lorsque nous recevons des nouveaux membres, nous faisons ça une fois par an chez nous en Belgique, une grande partie de ces nouveaux membres ne font pas partie de la noblesse, mais ils ont justement cette noblesse de cœur, de comportement et d'esprit dont je viens de parler. Alors, on va découvrir bientôt des activités, une des activités, mais je voudrais peut-être, Ludovic Goffenet, que vous me fassiez un peu le résumé succinct, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais des activités de l'ordre en Belgique. Alors, en Belgique, on a 45 activités, on a plus de 900 bénévoles actifs sur le terrain. Pour résumer, je vais prendre quatre pôles. Le premier pôle, c'est la première cible, ce sont les personnes sans abri. Donc, nous avons 3 maisons, on va y revenir. La Fontaine, on va voir un petit reportage. La Fontaine, c'est une maison d'accueil pour sans-abri. Nous avons aussi des maraudes qui vont à la rencontre de ces sans-abri dans la rue. Deuxièmement, il y a tout le pôle d'activités jeunes. Donc, les activités jeunes, ce sont des camps en été. On organise chaque année 8 camps en été, des camps pour des enfants qui sont sous la protection du juge de la jeunesse d'une part, et des camps pour des enfants en situation de handicap. C'est un peu comme des camps louveteaux, des camps scouts, mais avec cette spécificité, avec l'encadrement un peu plus important que cela nécessite. On a des activités comme nos dimanches, qui sont des dimanches récréatifs, une visite, une journée à la mer, une visite d'une exposition, etc. Et alors on a une activité qui s'appelle nos week-ends, qui permet à des jeunes familles de passer un week-end complet en intégrant un enfant dans la famille et de composer ce week-end avec toute une série d'activités. Ça permet d'une part à cet enfant de vivre hors de son institution ou hors de sa famille, c'est un temps de répit pour la famille, et de pouvoir vivre un week-end particulier. Et d'autre part, ça permet aux enfants de cette famille d'accueillir quelqu'un de différent et de voir assez vite que les barrières tombent et que le handicap n'est pas du tout une barrière entre les enfants, qu'assez vite les enfants jouent. Un enfant qui ne marche pas, un enfant qui marche, mais assez vite on voit que ça se passe assez bien et que les barrières tombent. Eh bien, je vous propose de découvrir, justement, vous avez parlé de l'Ordre de Malte aux côtés des sans-abri, je vous propose de découvrir un reportage de Corinne Howell et de Jean-Louis Gillos sur la maison La Fontaine à Bruxelles. Vivre dans la rue est un combat de chaque instant. Rien qu'à Bruxelles, 700 personnes dorment dehors toutes les nuits. S'abriter, se nourrir, mais aussi se laver pose problème. C'est pour répondre à ce besoin fondamental d'hygiène que l'Ordre de Malte a créé la Fontaine. Elles sont 3 en Belgique, à Gand, Liège et Bruxelles. Psychologues, infirmières, pédicures et bénévoles y accueillent tous ceux qui s'y présentent. Et tout y est gratuit. On accueille les hommes 1 fois par semaine. Et avant la crise, c'était les femmes étaient 2 fois par semaine. Et pour le moment, tout le monde était 1 fois par semaine. En fait, on a décidé ça parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression. Et donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce soit les mêmes personnes qui viennent tous les jours. Et que d'autres soient tout à fait exclus du système, puisqu'à un moment où on a une capacité, et donc on refuse. Et même en ne faisant qu'1 fois par semaine, on refuse du monde tous les jours. Si se laver est important, porter des vêtements propres l'est tout autant. Ceux-ci sont lessivés et mis au séchoir, le temps de prendre un café et de se poser un peu. Quand les vêtements sont trop abîmés, un vestiaire permet de les échanger contre d'autres plus neufs. On essaie vraiment de leur offrir un accueil, d'avoir un endroit où ils peuvent un peu se poser, échanger, de s'intéresser à eux, de vraiment d'avoir ce contact avec eux en tant que personne et pas en tant que sans-abri qui est en rue. Les soins infirmiers et les soins de pédicure semblent très importants quand même ici. Oui, c'est vraiment primordial et n'ont fait qu'augmenter. Quand on voit un peu les chiffres, avant il y avait un tiers des gens qui demandaient des soins infirmiers ou pédicure. On n'est pas loin de la moitié des personnes qui viennent ici demandent un soin. Avant tout, le premier soin qu'on donne évidemment, c'est les soins de pied. C'est pour ça qu'on a une pédicure en plus, parce que les infirmières font des soins à pied, mais la pédicure médicale, elle a son travail aussi. Et donc, c'est vraiment le grand nombre de soins qu'on fait sur l'année, ce sont des soins de pied, ce qui est normal. On oublie, ils marchent énormément. Ils ont souvent des chaussures qui ne sont pas adaptées, qui sont abîmées ou mouillées, donc il y a des problèmes de mycose et de blessures. Donc voilà. Et puis, s'il n'y a pas l'hygiène autour,
S'il n'y a pas, ils ne se rendent pas toujours compte, ils n'enlèvent pas toujours leurs chaussures. Donc on peut se retrouver avec des situations de pieds où nous on se dit mais jamais on aurait laissé la situation aller jusque-là, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est ça. Sinon les infirmières font des soins de plaies évidemment, les paramètres et aussi tous les traitements pour les parasites, les poux, la gale, qui sont évidemment courants puisque les personnes vivent en groupe, sont rarement seules. Donc, voilà. Après la douche, on est un autre homme, une autre femme? Tout à fait. Je pense qu'on voit vraiment une différence. Souvent, on les sent plus détendus. Il y a vraiment au niveau des traits du visage, ça change beaucoup. Et on les retrouve dans leur coquetterie. Ils passent énormément devant des glaces, les miroirs sont là et on en a mis. On a mis beaucoup de miroirs, dont un qui est juste à la sortie, parce que c'est vraiment important. Ils ne quittent pas la maison avant de vérifier, regarder. Et vraiment, c'est le but de la fontaine aussi. C'est pour ça qu'on a un vestiaire avec des vêtements, parce que l'idée, c'est que quand ils sortent ici, ben voilà, ils peuvent être comme tout le monde, passer dans incognito dans notre société. Alors on l'a vu effectivement, hein, donc c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. Je voulais savoir comment est venue cette idée d'aller vers les sans-abri, parce que d'autres s'occupent des réfugiés ou des migrants. Vous, c'est depuis longtemps que c'est les sans-abri qui ont attiré votre attention? En fait, nous avons commencé en effet très tôt. Il faut savoir que les sans-abri, ça existe depuis pas mal de temps évidemment. Nous les voyons tous les jours dans la rue. Une des premières grosses activités que nous avons créées, ça a été justement ces fontaines. En 1996, nous avons commencé par Bruxelles, 1999 Liège, 2013 Gand. Et en fait, c'est devenu une des activités phares de notre association, en tout cas en Belgique. Mais pas mal de pays font la même chose. Et il est tellement choquant de voir tous ces gens dans la rue. Et ça attire, je dirais, cette activité attire énormément de bénévoles, attire aussi beaucoup de bonne volonté, notamment financière. Et je crois que répond à un réel besoin aujourd'hui. Et donc nous avons commencé très tôt à faire ça lorsque nous avons vraiment voulu développer des activités en Belgique de façon structurelle. Alors, on l'a un peu compris, la crise du Covid-19 a quand même un peu impacté les activités. Comment ça a été ressenti à la fois par les bénévoles et peut-être par ceux qui sont les bénéficiaires de vos services? Il est bien évident que nous avons dû, dès le départ de la crise sanitaire et du confinement, nous avons dû stopper nos activités, notamment la fontaine. Mais heureusement, je vais dire, ça a été relativement court. Tout en respectant toutes les règles imposées par les autorités, nous avons réouvert de façon assez modeste au début, uniquement avec nos employés professionnels, sur rendez-vous pour les sans-abri, mais donc nous avons rapidement réouvert. Évidemment pas avec le rythme que nous avons habituellement. Un peu plus tard, de nouveau, tout en respectant toutes les instructions des autorités publiques, nous avons ouvert de façon un tout petit peu plus large, dans le sens où nous avons fait venir certains bénévoles, volontaires évidemment, mais également d'un âge peut-être un tout petit peu plus jeune pour respecter justement les instructions des autorités. Et puis la bonne nouvelle que je dois vous dire maintenant, c'est qu'au 1er septembre, nous allons réouvrir de façon, je dirais, habituelle, c'est-à-dire évidemment toujours en respectant les règles, mais nous allons ouvrir complètement comme avant, avec des bénévoles, avec nos professionnels, pouvoir accueillir autant de monde que nous en accueillions juste avant cette crise sanitaire. Concernant les camps, il y a eu évidemment aussi un impact, ça c'est clair, mais de nouveau, la bonne nouvelle, c'est que nous avons pu tout de même faire 5 des 8 camps dont parlait Ludovic tout à l'heure. Il est évident que pour des enfants porteurs de handicap, c'est un peu plus difficile que pour des enfants sous protection du juge de la jeunesse. C'est pour ça qu'on n'en a pu ouvrir que 5 sur les 8. En fait, c'est tout de même pratiquement la majorité des camps qui a pu être réalisés en Belgique en été. Comment est-ce qu'on forme les bénévoles, Ludovic Dauphinet? Parce que c'est bien d'être bénévole, mais on n'est pas toujours bien armé pour rencontrer les gens qui sont dans la rue. Il y a 2 types de formations. Il y a une formation en partenariat avec la Croix-Rouge. Nous avons la majorité de nos bénévoles aujourd'hui qui ont le brevet européen de premier secours. Donc la Croix-Rouge a le monopole en Belgique pour délivrer ce genre
de certificats. Et en partenariat avec la Croix-Rouge, nous avons des membres de l'Ordre de Malte qui sont devenus des formateurs agréés Croix-Rouge. Et on organise, au sein de notre association, on organise toute une série de formations et on pousse très fort nos bénévoles à recevoir cette formation. Donc ça, c'est une formation qui est transversale à toutes nos activités. Et ensuite, nous avons des formations qui sont par activité. Par exemple, si vous êtes bénévole dans un camp pour recevoir des enfants sous la protection du juge de la jeunesse, il faut une formation spéciale à l'écoute, comment gérer ce genre d'enfants, comment gérer leurs angoisses, etc. Et si vous faites une maraude de nuit demain vers les sans-abri, vous aurez une formation spéciale sur la maraude, comment approcher un sans-abri qui dort à la rue, comment ne pas l'effrayer, comment lui parler avec respect, etc. La distanciation sociale, c'est quelque chose qui date d'avant le Covid dans nos maraudes. Voilà. Donc par activité, nous avons chaque fois une formation pour chaque bénévole. Alors, vous avez justement parlé de la maraude, qui est une autre des activités. Nous n'avons pas pu la filmer, justement, en raison du confinement. C'est un peu dommage. Mais de quoi s'agit-il exactement ? L'Ordre de Malte Belgique ne pouvait pas être absent des rues de Bruxelles. Pour l'instant, on ne fait ça qu'à Bruxelles, un jour ça s'étendra peut-être, pendant le plan hiver. Donc nous sommes un acteur sur le terrain pendant le plan hiver. Donc c'est parfois difficile pour un sans-abri de frapper à la porte d'une institution comme La Fontaine. Et donc si tu ne viens pas à l'Ordre de Malte viendra à toi. Et donc c'est nos bénévoles qui sillonnent les rues de Bruxelles le soir. Il y a d'autres maraudes, la Croix-Rouge fait des maraudes, il y a d'autres ASBL qui font des maraudes. Et on va à la rencontre de ces sans-abri. Et on leur propose un échange, une resocialisation, on leur pose quelques questions. Est-ce qu'ils ont un projet? Est-ce qu'ils ont des revenus? Est-ce qu'ils ont la possibilité de remettre le pied à l'étrier? Ça, c'est vraiment un des grands défis du traitement du sans-abrisme en Belgique. C'est de permettre aux sans-abri, donc pas de rester dans leur situation, mais de remettre un pied à l'étrier, de se resocialiser et éventuellement de trouver un logement et un job. Ça, c'est véritablement un des défis. Eh bien, aller à leur rencontre permet parfois ça. Il y a parfois de très, très, très belles histoires. Mais donc, justement, vous dites c'est plus qu'une rencontre, parce qu'il y a un suivi. Il y a un suivi, nous tâchons. Alors, c'est centralisé par une structure parastatale, mais après, nous essayons justement d'accompagner ces sans-abri vers une reconstruction sociale. Quand vous voyez, Henri Quint, Ludovic Goffinet, la situation qu'on voit que cette précarité augmente, que les autorités publiques ne sont pas toujours là où elles devraient peut-être être, qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment ? Écoutez, il est tout à fait choquant de voir au XXIe siècle, en tout cas en 2020, des gens dans la rue. Je ne vais pas entrer dans un débat politique, nous sommes apolitiques, mais il n'en reste pas moins que c'est la responsabilité des politiques, en effet, de régler ce problème. Ils nous aident, soyons très clairs, via des subsides que nous recevons, donc c'est clair. Et je crois vraiment que c'est la responsabilité de tout le secteur associatif et à la limite de tous les citoyens de venir en aide à ces personnes. Et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, il ne faut pas toujours montrer du doigt les politiques. Les citoyens et les politiques ont quelque chose à faire. Chacun peut frapper à la porte d'une association, et des associations qui proposent des repas, d'autres des douches comme La Fontaine. Le tissu associatif est très riche en Belgique et je pense que c'est une fierté. Une autre de vos activités, ce sont les camps, vous en avez parlé. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage de Corinne Howell avec les images de Jean-Louis Gios. Dans le petit village de Gers, cet été, nous avons découvert un camp pas comme les autres. Une quinzaine de jeunes de 14 à 22 ans, souffrant d'un handicap, vivent leurs vacances sous tente. Mais comme il n'est pas facile de se débrouiller quand son autonomie est limitée, chaque vacancier est accompagné d'un bénévole qui s'occupe de lui tout au long du séjour. Mais qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes à s'engager dans une telle aventure ? Parce que c'est que du bonheur. Je pense qu'on a tout autant de plaisir à venir passer du temps avec les enfants que les enfants ont du plaisir à venir avec nous. Et que c'est toujours une semaine remplie d'émotions et beaucoup de rires, beaucoup de câlins, énormément de câlins. Et voilà, c'est juste c'est le bonheur. Alors, est-ce que c'est un défi que tu t'es lancé en quelque sorte de faire un camp comme ça ? Un défi, je sais pas. Pour moi, je le vois pas du tout comme une charge, absolument pas. C'est plutôt que j'avais envie de me rendre utile, je pense.
et que j'avais envie de passer du temps à faire des choses qui me font du bien et qui font du bien à d'autres personnes aussi. Donc non, je ne sais pas si c'est un défi, c'est plus juste du plaisir en se rendant utile en fait. À droite, en haut, ouais, t'as réussi! Corentin, alors que tu es déjà dans la vie active, tu as choisi de passer une partie de tes vacances dans ce camp, pourquoi? Simplement parce que c'est vraiment une bouffée d'air de venir ici en fait. Et qu'est-ce que tu développes comme relation avec ces jeunes? C'est vraiment très fort comme relation parce que contrairement la normalité, on va dire, c'est des enfants qui n'ont pas de filtre. Quand ils ont mal ou qu'ils sont tristes, ils pleurent. C'est des réactions très simples et très naturelles en fait. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Il y a aucune méchanceté en eux, vraiment aucune. Il n'y a jamais aucun fond de méchanceté. S'ils font un truc qui pourrait nous paraître méchant à nous, c'est que pour eux, soit ça les fait rire ou ils avaient faim, mais ça n'est jamais un fond de méchanceté. Je trouve que c'est vraiment une relation extraordinaire qu'on a avec eux. Il y a une différence, certes, entre nous et eux, on pourrait dire, mais on voit qu'après quelques jours, très rapidement, en fait, cette différence s'estompe et au final, on forme juste une espèce de grand groupe et avec une relation peut-être plus vraie que ce qu'on pourrait rencontrer en général. En fait, les barrières s'effondrent plus vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc c'est quand même un moment assez chouette. Donc toi, faire du volontariat, c'est important? Oui, ici, je ne le ressens même pas comme du volontariat. Pour moi, c'est des vacances, quoi. Ici, je ne viens pas ici en disant je suis bénévole ou volontaire. Je viens simplement passer des vacances avec des enfants géniaux et voilà, simplement ça. Et alors quand tu retournes après au travail ou au boulot? Ouais, ça c'est dur, ça. Henri de Quint, quand on voit le sourire de ses enfants et même des bénévoles, et surtout peut-être, je dirais même d'abord des bénévoles, ça vous fait quoi comme effet? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien là, Monsieur Duré, je vais vous dire, vous touchez vraiment au cœur de ce qui nous anime. On a parlé de notre identité, c'est important, notre souveraineté, c'est important, notre histoire, mais le plus important, ce sont ces sourires, ce sont ces regards. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est sur le terrain, c'est pour ça qu'on existe. Et c'est la meilleure des récompenses, c'est ce qui nous encourage à continuer. Et je dirais même que tous les bénévoles, quels qu'ils soient, vous diront toujours, on reçoit plus que ce qu'on donne. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui me touche. Ludovic Filet, il y a une phrase très importante dans ce reportage, quelqu'un qui dit « Je ne suis pas bénévole ou volontaire, pour moi c'est des vacances ». Alors est-ce que ces jeunes reviennent après? Alors nous avons différents types de bénévoles, mais la plupart reviennent. La plupart reviennent. Nous avons donc 45 activités. Il y a des gens qui rentrent. Généralement, les bénévoles arrivent par le bouche à oreille. C'est des copains qui leur proposent « Tiens, je suis animateur dans un camp d'enfants du juge, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu viendrais ?» Et c'est généralement le bouche à oreille. Et puis les gens reviennent et puis s'intéressent à d'autres activités. Tous les 2 ans, on a une réunion avec tous les responsables d'activités. Chacun se présente et essaye de proposer aux autres de participer à ces activités. Donc oui, on a énormément de bénévoles qui reviennent et parfois certaines s'engagent dans l'Ordre de Malte sur le long terme. Mais est-ce qu'il y a par exemple des gens qui viennent, comment peuvent-ils faire s'ils ne connaissent pas de bénévoles qui ont été déjà dans ces camps? Ils s'inscrivent comment est-ce qu'ils vous contactent? Ils ne doivent pas hésiter à nous contacter via notre site web, donc ordredemaltebelgique.org ou la page Facebook Ordre de Malte Belgique. Eh bien, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Internet et il est tout à fait possible de nous contacter comme bénévoles, il n'y a pas de problème. Nous avons besoin de bénévoles et les gens sont les bienvenus. Voilà, message est lancé. Henri de Quint, il y a aussi les enfants du juge dans certains de ces camps. C'est parfois des enfants plus à problème, pas nécessairement de leur faute d'ailleurs. Est-ce que les relations se passent bien dans ces camps-là ou est-ce qu'il y a de la tension parfois? Je n'ai jamais vu vraiment de tension dans ces camps. Je les visite toujours, donc je vais voir, il n'y a jamais de problème. Et je crois que vous faites bien de parler des enfants sous protection du juge.
comme des enfants victimes. C'est bien des enfants qui n'ont rien fait et qui ont été plutôt victimes de différentes choses. Je n'ai jamais vu ce genre de souci-là, je vous l'avoue vraiment, mais comme l'a dit Ludovic, nos bénévoles sont aussi formés pour dédramatiser un certain nombre de choses, pour bien écouter, pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de tension. Mais je n'ai jamais vu ça, non, vraiment pas. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Nous pourrons encore aborder d'autres sujets. Mais je voudrais parler un petit mot de vos activités à l'étranger, notamment le rôle des ambassadeurs, mais aussi le fait que vous êtes présent et l'Ordre de Bâle Belgique, notamment en République démocratique du Congo et je pense au Moyen-Orient. Oui, je vais d'abord juste dire un tout petit mot. Donc, en effet, nous avons noué des relations diplomatiques en tant qu'État. Nous avons dit que nous étions un État souverain avec 107 pays dans le monde. Alors, ces relations diplomatiques, ce rôle diplomatique, en fait, nous aide à être plus efficaces dans nos actions sur place, notamment en nous permettant d'avoir un accès privilégié, protégé et sans restriction à des zones de crise. Donc ça, c'est le premier point. À partir de là, en effet, la Belgique a une relation particulière avec le Congo. Il se fait que Rome nous a demandé, vu notre passé, je dirais, je veux dire colonial, mais vu le passé que nous avons avec ce pays, d'avoir un certain nombre d'activités sur place. Nous avons même un ambassadeur qui est là, qui est un Belge, et qui a un rôle, qui est sur place en permanence. C'est pour vous dire. Geoffroy Liddecker, pour ne pas le nommer. Geoffroy Liddecker, pour ne pas le nommer. Et nous avons donc des activités dont principalement nous nous occupons du centre hospitalier Roi-Baudouin à Kinshasa, et alors d'un certain nombre d'activités sur l'île d'Idjouï, qui est une île sur le lac, une île lacustre, qui est la plus grande île lacustre au monde, et sur le lac Kivu. Autres activités peut-être à l'étranger, notamment... On a soutenu beaucoup l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem. Ça, c'est évidemment une symbolique extraordinaire pour des chrétiens d'avoir une présence, une maternité et un hôpital de néonatologie dans la ville où le Christ est né. Ça, c'est évidemment très fort pour nous. Et de permettre à des Palestiniens de pouvoir vivre ces naissances et ces moments de la petite enfance dans les meilleures conditions possibles, et notamment en proposant dans le désert, avec des camionnettes et des ambulances qui sillonnent le désert, de pouvoir proposer à ces familles bédouines de venir à l'hôpital. Ça ne doit pas toujours être facile quand même de travailler dans des zones où la sécurité n'est pas nécessairement assurée. Effectivement, mais je crois qu'on est, on est armé dans le sens non militaire du terme. On est armé pour ça. Nous avons un corps d'urgence qui est toujours prêt, qui d'ailleurs était intervenu. C'était le deuxième organisme présent en Haïti lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre en 2010. C'est pour vous dire notre efficacité. On était le deuxième après les États-Unis, avant d'autres grands pays ou d'autres grandes organisations. C'est pour vous prouver notre efficacité. Mais évidemment, il y a un danger, mais nous sommes armés pour ça. Voilà, c'est ici que se referme notre émission. Nous n'avons hélas pas pu aborder tous les sujets, tant ils sont nombreux. Ceux qui voudront savoir plus peuvent consulter d'ailleurs le site ordredebâlebelgique.org. Merci Henri de Kint, merci Ludovic Goffinet d'être venu nous aider à découvrir l'Ordre de Malte et ses activités. Merci aux équipes de Keyhole, merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité surtout. À très bientôt.